Je suis Sandra Gassman, infirmière à l'équipe mobile psychiatrie précarité au Rhin Sud. Je suis venue avec quelques collègues, donc Nancy Hilary, psychologue, Dominique Vian, infirmière, et Neima Yaklef, psychologue. Donc notre équipe dépend de 2 hôpitaux. On est à la fois dépendant du GHR de Mulhouse et à la fois dépendant de l'hôpital psychiatrique de Rouffach. Donc pour ce qu'on a parlé ce matin par rapport à Pyramide et tout ça, on a en plus le problème de 2 logiciels, mais voilà. Notre équipe est composée de 11 professionnels, un psychiatre, 2 psychologues, 4 infirmières, 2 assistantes sociales, une secrétaire et un cadre de santé. Alors bien sûr, dit comme ça paraît énorme, mais on est tous à temps partiel. Voilà. À l'heure actuelle, il nous manque encore, depuis 2 ans déjà, un psychiatre coordinateur, avis aux amateurs. L'Alsace est sympathique. Voilà. Alors, malgré ce manque de psychiatre coordinateur, nous avons la possibilité de demander un appui technique auprès d'un psychiatre de l'hôpital de Mulhouse et nous sommes également régulièrement supervisés. Voilà. L'équipe mobile de Mulhouse assure également la mission passe psychiatrique. Donc le psychiatre que j'ai nommé tout à l'heure dans les 11 professionnels, c'est en fait le psychiatre qui s'occupe uniquement de la passe. Voilà. Donc pour aujourd'hui, alors il faut... Voilà. Donc le thème du jour étant l'évolution des pratiques. Nous avions envie aujourd'hui de vous présenter les GAT, donc groupe d'appui technique, dont la demande est de plus en plus croissante, mais également de vous faire part de nos questionnements, auxquels d'ailleurs vous pourrez peut-être apporter des éléments de réponse. Si vous avez des questions durant l'exposé, on n'est pas opposé à une interruption. Voilà. Donc, dans un premier temps, nous évoquerons l'origine des GAT, puis à qui ils sont destinés, pourquoi et la manière dont nous intervenons. Ensuite, nous exposerons les raisons pour lesquelles nous pensons que la demande de GAT s'accroît. Et enfin, nous laisserons place à la réflexion. Donc, pour commencer, l'origine des GAT. Donc, le travail avec les intervenants de première ligne a commencé de façon informelle sur les situations complexes et sur le fonctionnement du secteur sanitaire. Et dans un deuxième temps, le travail nommé groupe d'appui technique s'est formalisé et développé. Donc, nous nous sommes basés sur la circulaire de 2005, qui, comme vous le savez, souligne d'une part l'importance du travail auprès des intervenants sociaux de première ligne qui prend soin du public exprimant une souffrance psychique d'origine sociale, et d'autre part de l'insuffisance des formations des intervenants sociaux et la nécessité d'avoir un étayage pour repérer et analyser les situations rencontrées sur le terrain. Alors le GAT est animé en binôme, donc en général c'est une psychologue et soit une infirmière ou une assistante sociale voilà, qui conduit ce moment. Alors le GAT pour qui? Bon, on a parlé un peu des groupes d'analyse de pratique, donc c'est un peu sur le même principe. Pour qui? Par rapport à la circulaire de 2005, pour les professionnels de première ligne, c'est-à-dire les assistantes sociales, du conseil départemental, mais aussi les travailleurs sociaux des CADA, centres d'hébergement d'urgence, hébergement d'urgence en général. Ça s'est déjà fait aussi à l'Armée du Salut, ces espaces-là. Pourquoi nous le nommons GAT?
En premier, parce qu'il s'agit d'une réflexion croisée entre le champ social et le champ psychiatrique, selon la situation présentée. Et en second, parce qu'il s'agit de donner des outils d'orientation, que ce soit vers d'autres structures ou bien vers le CMP, ou même parfois de demander à un membre de notre équipe d'intervenir sur une situation compliquée. Voilà. Donc, nous avons défini comme cadre pour les groupes d'appui technique, dans un premier temps, donc, le lieu. Donc, c'est nous qui nous déplaçons vers les structures pour rencontrer les équipes. Il s'agit de groupes ouverts, composés d'une dizaine de personnes. La fréquence des rencontres est de 1 fois toutes les 4 à 6 semaines. La durée des séances est de 2 heures. Et les règles sont la confidentialité, l'absence de jugement et la libre expression. Et donc on fait maintenant des évaluations annuelles. Voilà, donc dans le comment, on a juste, avant de poser le cadre, d'évaluer la demande, en tout cas la demande manifeste, avec premier temps de rencontre, si possible avec l'équipe et le responsable ou le chef de service, temps d'expression des représentations du GAT, ainsi que des attentes, donc qu'on soit à peu près sur la même longueur d'onde, il ne s'agit pas forcément de faire de la formation, et puis aussi voilà, de s'intéresser vraiment aux conditions de mise en place, et donc voilà, et de définir comment se réalise l'engagement mutuel. Alors, pour ce qui est du déroulement du GAT, donc il se décompose en 3 temps. Donc, un premier temps où le groupe réfléchit sur quelle situation il veut exposer. Ensuite, une seule personne expose la situation. Dans un deuxième temps, les collègues autour de la table peuvent poser des questions pour avoir des éclairages quant à la situation. Et dans un troisième temps, il y a un échange, tout professionnel confondu, animateurs et professionnels sociaux en général. Donc, comme vous pouvez le constater, le GAT, une demande croissante. En 2013, nous avons démarré par un seul groupe qui accueillit 6 personnes. Et maintenant, aujourd'hui, en 2019, nous animons 7 groupes en binôme pour 10 personnes. Comment expliquer cette demande croissante? Comme vous avez mentionné à plusieurs reprises, est-ce que c'est par rapport à notre disponibilité et notre réactivité dans le cadre de l'équipe mobile? Ou est-ce que c'est dû aux situations de plus en plus complexes? Nous constatons que les acteurs sociaux sont de plus en plus isolés, confrontés à des polypathologies, des situations comme le syndrome de Diogène associé avec des addictions, troubles psychiques, somatiques, etc. Parfois, nous constatons que peut-être c'est dû à l'insuffisance de l'étayage de professionnels lié à un manque de formation et d'expérience. Nous avons une situation à l'équipe mobile, par exemple, un agent d'accueil de F1 qui bascule de jour au lendemain à un travailleur social pour accompagner des femmes victimes de violences parce que la Formule 1 a été rachetée par un dispositif d'hébergement, par exemple. Ou bien on se demande si le fait d'avoir de nouveaux concepts, l'apparition par exemple de Housing First, de l'empowerment, pouvoir d'agir, qui mettent en difficulté les travailleurs sociaux et dans leur prise en charge. Donc, nous avons bien sûr des limites face à ce travail et on va vous faire part des constats que nous avons pu faire.
Donc, lors du bilan annuel qui permet de reposer le cadre, il peut donc nous arriver tout au fil du travail qui est fait avec les acteurs de première ligne, de découvrir des éléments nouveaux qui reposent la question de la pertinence du GAT. Par exemple, on avait fait un groupe d'appui technique avec une équipe qui, au bout de quelques mois, nous a dit un petit peu par hasard qu'il y avait des groupes de réflexion qui avaient été mis en place au sein de leur équipe. Et elles nous ont dit que ça les embrouillait, que ça faisait même double ou même triple emploi parce qu'il y avait encore autre chose qui s'était rajouté. Donc voilà, d'où l'importance de faire le point avec eux. Alors, le bilan permet aussi de définir la reconduction ou non de cet espace de parole, notamment lorsqu'on s'aperçoit que nous sommes plutôt face à des réunions de régulation où apparaissent des problèmes de hiérarchie, ce qui est pas... On peut faire, nous, on en a déjà fait des réunions de régulation, mais alors il ne s'agit pas d'un GAT. Donc à ce moment-là, on oriente les équipes soit vers d'autres dispositifs, soit on leur propose autre chose. Mais c'est vrai que le bilan permet de dire, ben voilà, peut-être que là, c'est pas un GAT qu'il vous faut, mais plutôt une supervision. Et voilà, d'où l'importance du bilan. Alors, j'ajouterais que très souvent, les structures, quand on fait ces bilans annuels, demandent pratiquement une reconduction systématique l'année d'après de nos interventions, parce que bon, les équipes, c'est vrai qu'elles se renouvellent, quand bien même on se retrouve parfois avec des thématiques ou des problématiques qui peuvent plus ou moins avoir les mêmes contours. On a à chaque fois une nouvelle équipe, et puis c'est vrai que ça apporte pas mal de choses positives du côté de la cohésion, voilà, la prévention du burn-out, entre autres. Et quand bien même aussi, nous, par rapport aux limites, on se demande s'il n'y a pas une instrumentalisation de nous, EPP, par rapport à la demande de GAT, dans des structures où les professionnels sont en souffrance. C'est ce qu'on remarque beaucoup ces derniers temps, des professionnels et travailleurs sociaux en souffrance, en grande souffrance. Et par rapport à ça, on répond à qui, nous? On répond à quoi? Est-ce à nous, équipe de soins, en particulier le MPP, de soutenir les multiples formes de précarité, y compris celles des professionnels pris dans des missions complexes, voire impossibles. On peut lire sur certaines fiches de poste des objectifs tels que transformer... on attend du travailleur social qui transforme la situation du bénéficiaire. Donc on s'est interrogé sur cette notion de transformation. Et aussi, comme le disait ma collègue, des nouveaux concepts, un toit d'abord, Housing First, qui actuellement est en train de se mettre en place et on va dire créer un petit peu des positionnements pas évidents pour les professionnels et même pour les chefs de service et même pour les institutions par rapport à cette mise en place. Alors finalement, la question qu'on voulait vous poser, c'était qu'est-ce qui se joue à travers la demande croissante? J'imagine que d'autres équipes font des GAT, peut-être rencontrent les mêmes problèmes que nous, ou réfléchissent sur les mêmes choses en tout cas. Et quel est leur sentiment et comment ils expliquent la demande croissante?